écoutez Radio Ma'arif. Le podcast Histoire. Produit avec le soutien de Maroc Télécom. Bonsoir, bienvenue à tous dans notre podcast Histoire. On ne peut pas parler du Maroc sans parler d'émigration. C'est une partie importante de notre mémoire collective, de notre histoire, des mouvements de population qui ont quitté le Maroc pour aller ailleurs. Et aujourd'hui, pour en parler, je suis avec un professeur de sociologie. C'est bien ça? Oui, exactement. Mehdi Aliwa, bienvenue dans ce podcast. Et tu as la difficile mission de nous expliquer ces mouvements de population qui ont aussi forgé notre identité, également l'identité des pays qui ont accueilli ces gens-là. Alors, l'émigration. Donc, l'émigration, c'est les Marocains qui partent. Hein. Oui, exactement. Et l'immigration, c'est les gens qui viennent au Maroc. Exactement. Et peut-être qu'aujourd'hui, on pourrait même ne plus parler ni d'émis ni d'immi parce que les gens circulent beaucoup. Mais déjà, faut parler de l'histoire, de ce qui s'est passé, comment on en est arrivé là. Exactement. Comment on en est arrivé là? C'est la question permanente qui est à la base de la création de ce podcast Histoire. Alors, comment on en est arrivé là? Il y a toujours eu des grands voyageurs au Maroc, des grandes familles qui ont voyagé un peu partout, notamment dans le commerce. Donc, c'est pas une histoire si récente que ça. C'est une histoire antique. Peut-être même que notre pays, il s'est fait sur une confluence, un lien entre la rive sud du Sahara et la Méditerranée, c'est-à-dire l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique subsaharienne et la Méditerranée. Et l'empire de Marrakech, qui a donné Marruecos, qui a donné Morocco au Maroc, cet empire-là s'est fait d'abord sur la circulation, sur la migration. Donc c'est pas un hasard si aujourd'hui on a 5 millions de Marocains qui résident à l'étranger. Sur les 34 millions, 5 millions. C'est beaucoup. Ça place le Maroc dans le top 10. On est dans le top 10 des pays qui migrent le plus au monde. D'accord, et sûrement avec d'autres pays qui ont des bassins de population plus importants, non? Voilà, c'est ça. Le Pakistan, Mexique, qui sont beaucoup plus nombreux, Ouais. mais rapporté au nombre de la population totale, on est à peu près dans des équivalents. Philippines, c'est Maroc, Philippines. Voilà, c'est ça qui place le Maroc tellement en avant. Aussi sur la question du retour d'argent renvoyé par les Marocains à l'étranger. Ça aussi, le Maroc est dans le top 5 des remistas, comme on les appelle. C'est-à-dire que tu es en train de nous dire qu'ils ont gardé un lien... ces 5 millions sont des Marocains qui ont gardé un lien très fort avec leur pays. Exactement. C'est un lien très fort et c'est lié à cette capacité à se projeter loin. Alors la migration dont on parle beaucoup aujourd'hui, c'est celle, et ces moments-là, c'est celle des Marocains du XXe siècle. Celle qui est liée à la colonisation, celle qu'on appelle coloniale et post-coloniale. C'est-à-dire que les premiers qui vont mobiliser la force de travail par centaines de milliers, ce sont les colons. D'accord. Dans l'armée, dans les usines, dans les mines. Les colons, donc les Français et les Espagnols. Et les Espagnols, oui. C'est vrai qu'on l'oublie avec des Espagnols, mais la France, c'est le pays aujourd'hui où il y a le plus de Marocains. Et juste derrière, c'est l'Espagne. C'est pas un hasard. Ils nous ont colonisés pendant longtemps. Et ils ont mobilisé des hommes, surtout des hommes à l'époque, pour aller faire la guerre, pour aller creuser, pour aller fabriquer, etc. Donc on trouve des Marocains, par exemple, à Paris, au début du XXe siècle, pour fabriquer le métro de Paris. Donc on a un peu de notre sang, parce qu'à l'époque, il faut imaginer les conditions de travail, etc., creuser à la dynamite pour faire le métro de Paris. Donc quand on est dans le métro de Paris, c'est un peu à nous, parce qu'on a des ancêtres qui ont participé à le construire. C'est quelle année ça? 1900? Alors là, on est au tout début, 1900, 1902, 1903, 1905. Mais c'est des gens qui partaient de leur propre initiative ou qui étaient recrutés ici ou bien qui répondaient à un appel organisé, un départ organisé. Voilà, comment ça se passe? Alors les trois, mon capitaine. Là, à l'époque, on est d'accord, hein, il y a ni visa, ni... Je sais même pas s'il y a des passeports. Là, non, on a des permis de circulation. Oui, non, c'est même avant le protectorat, là. Voilà, c'est avant le protectorat. Les plus connus étaient les Algériens, parce qu'ils étaient colonisés, donc ils ont ramené beaucoup d'Algériens. Et les Marocains commençaient à aller travailler en Algérie. Ils allaient travailler en Algérie, qui était en fait la France. Hein. C'était l'Algérie française. C'est un département même de la France. C'est comme si on allait en Corse ou en Bretagne, pour l'empire de l'époque. Et donc ils commençaient à aller travailler là-bas, et donc ils étaient repérés et on les ramenait. Alors quand ils avaient du mal à voyager, on leur donnait des permis comme s'ils étaient algériens. C'est une histoire qui, jusqu'à aujourd'hui, on pourra revenir dessus, nous pose problème parce qu'on a beaucoup de Morocco-algériens, il y a eu beaucoup de problèmes là-dessus. Mais à l'époque, bon, on est pratiquement les mêmes. Hein. C'est la tribu qui compte, c'est notre appartenance à la communauté, le jama'a ou la tribu, c'est ça qui fait ce que nous sommes.
Donc Maroc, Algérie, c'est un peu flou dans la tête des gens. Et ils vont chercher, ils vont chercher à se débrouiller. Donc ils partent, ils vont chercher là où ils vont trouver du travail, là on va les accueillir. Mais aussi, les Français vont l'organiser, les Espagnols aussi, de manière beaucoup plus rigoureuse. Et beaucoup plus massive, non? Et beaucoup plus massive. Alors massive, ça sera après la Seconde Guerre mondiale. Il faut reconstruire l'Europe. Surtout pour la France, elle est détruite, les bombardements américains surtout. C'est plus les Américains qui détruisent une partie de la France que les Allemands eux-mêmes, parce qu'ils bombardent les bases allemandes, ils bombardent le Vichy, l'armée, etc. Ils envoient la troupe, notamment la troupe, les Marocains ont beaucoup participé à cette guerre et ont participé à libérer la France, mais on va faire appel encore à eux pour reconstruire tout ce qui a été cassé. C'est vrai qu'on a du mal, mais si vous regardez aujourd'hui les images de la Syrie, c'est les images de la France en 1945. Ouais, ça rappelle aussi les images d'Allemagne, de Dresde. Exactement. Des bombardements britanniques sur l'Allemagne nazie. Il y a beaucoup de choses comme ça qui rappellent effectivement Alep. Donc comment ça s'organise? On a besoin donc de constructeurs, de travailleurs, de Bneya, quoi, de maçons, charpentiers, tout ça. Et là, ça s'organise avec l'idée, on va les faire venir pendant un temps. Ils vont travailler 5, 10 ans et ils vont repartir. C'est ce que un grand sociologue algérien ou franco-algérien, parce qu'il était aussi français, qui s'appelle Abdelmalek Sayed, a appelé la Noria. Donc c'est un système d'irrigation. C'est l'âne qui tourne. Voilà. Et donc c'est à chaque fois, chacun prend son tour. Donc dans le village, chacun prend son tour pour aller travailler un temps et revenir. C'est quelle année là? On parle vraiment dès 47, 48, bien sûr 50, 60. Ça commence. Et ça marchait vraiment comme ça, c'est-à-dire que les gens revenaient. Une grande partie, les gens revenaient parce que d'abord, c'est chacun son tour. Nobsekdaban, ça c'est toi qui vas partir. Donc ils prenaient le Nouba. Chacun prenait son tour pour partir, pour chacun va gagner un peu. Et ils revenaient avec des économies. Avec beaucoup d'argent par rapport au pays, du prestige aussi. Et il a voyagé, il a découvert des choses. Et donc pour le Jama'a, il fallait que tout le monde puisse en profiter. C'est pour ça qu'ils l'ont appelé ça Noria, parce que il irriguait en fait avec son savoir et l'argent qu'il a gagné là-bas. Alors ça dure ce que ça dure. À un moment donné, les gens commencent à moins revenir, obligatoirement. Il crée des liens, il s'installe. Il crée des liens, il s'installe et la France se reconstruit, va bien. Et mieux elle va, là on est dans les années 60, 70. Là il faut de l'industrie. Là. Il y a l'industrie, mais mieux elle va, moins elle a besoin d'eux. Comment étaient gérés les besoins? C'est-à-dire est-ce que c'était la France qui globalement disait il nous faut, je sais pas, 5 000, 10 000 personnes, ou c'était les industries une par une, Michelin ou je dis n'importe quoi, Peugeot qui vient chercher ses ouvriers, ou bien c'était centralisé par les organismes un peu étatiques? Alors c'était toujours difficile de totalement centraliser. Il y avait une volonté de planification, mais ça bouge trop, donc ils savaient pas le faire. Par contre, de manière au coup par coup, comme Michelin par exemple, vous avez dit, va commander, donc ils disent là cette fois-ci il en faut un peu plus, ils vont en chercher. Parce qu'ils vont chercher, qui va chercher? Alors là, à ce moment-là, c'est la France. Si on est dans les années 40, 50, 60, c'est plus la France, mais c'est la France pour l'Algérie, mais pour le Maroc c'est plus la France déjà, mais c'est la France, donc ils sont chez eux. Nous, on est des indigènes. Donc nous, c'est le service des indigènes qui fait l'état civil, qui fait tout. C'est l'administration française qui déplace une population d'un protectorat vers la maison mère. Et ils passent par le système caïdal. Ils vont voir le caïd, le caïd qui obéit, qui sont des agents d'autorité. Complètement. Il y a des agents de l'autorité locaux, mais ils obéissent. C'était quoi les critères? C'est la bonne santé, le mental, physique, je sais pas. Est-ce qu'il y avait des visites médicales? Ça marche. Alors c'était des jeunes hommes du bled, comme on le disait à l'époque les Français, c'est-à-dire la campagne, la montagne. Ils voulaient des hommes durs, rugueux, obéissants. D'accord. Dans l'imaginaire qu'ils se font. Ça veut pas dire que les gens qu'ils ont ramenés sont comme ça, mais ils les ont choisis comme ça en disant, on va les choisir dur à la tâche, mais obéissants. Ils veulent pas ramener des gens qui vont faire des grèves, qui vont commencer à demander des droits syndicaux, etc. Même si ça va se passer, malgré tout. C'est l'humanité, on peut pas l'empêcher. Mais ils réfléchissent comme ça. Et c'est pour ça qu'ils passent par le système caïdal, parce que c'est un système féodal où on sait comment écraser. On va pas aller dans le Siba chercher les rifins à l'époque. Ils en veulent pas, parce qu'ils ont peur que ça bouge, etc. Les Français se sont frottés à eux pendant la guerre du Rif, donc ils ont pas envie d'avoir ces gens-là. Donc ils vont choisir dans les tribus ceux qu'ils estiment être les plus dociles, les plus obéissants à l'autorité notamment du sultan de l'époque et des autorités françaises. D'accord, donc on les recrute avec les critères que tu as cités, obéissance, force physique, et on les envoie. Et là-bas, ils sont placés dans des situations très précaires, c'est-à-dire qu'ils sont dans des
presque des bidonvilles, on va dire. Alors, ceux qu'on ramène comme ça, il y en a qui finissent dans les bidonvilles, mais beaucoup sont dans des foyers quand même. Ceux qu'on va ramener de cette façon-là, ils vont passer par les foyers parce que l'idée c'est qu'ils vont pas y rester longtemps, que ça va tourner. Ils viennent seuls, bien sûr. Ils viennent seuls. Il n'y a pas de famille. Il n'y a pas de famille. Même ceux qui venaient sans passer par cette voie-là, parce que c'est ça qui est compliqué à savoir, c'est qu'en même temps, il y avait aussi des gens qui rentraient comme ça. C'est-à-dire que sans visa, sans rien, ils arrivaient à rentrer et les Français les laissaient rentrer. C'est-à-dire que d'un côté, ils laissaient rentrer beaucoup de gens, parce qu'ils avaient besoin de bras, et d'un côté, ils en allaient en chercher pour s'assurer d'en avoir là où ils en voulaient. Et donc, c'est pour ça que c'est un peu erratique. C'est pour ça que c'est pas quelque chose de totalement structuré. C'est pas totalement dominé. C'est-à-dire qu'il y a des centaines de milliers de migrants, même des Marocains, qui sont rentrés sans être appelés. Ils sont allés voyager là-bas, ils sont allés voir ce qui se passe et ils sont restés. D'accord, là on est dans les années 50-60, ces gens-là ils travaillaient, donc on a parlé des constructeurs des années 50, on peut parler aussi des gens qui ont travaillé dans l'industrie, automobile, Oui. Armement, Manu France à Saint-Étienne, Oui. des pneus, C'est tous les métiers de OS, c'est-à-dire ouvriers spécialisés. C'est-à-dire que c'est toute la lutte entre le travail et le capital qui a eu lieu tout au long du 19e siècle et du 20e siècle de rééquilibrer travail-capital. Le capital investi, etc. et les travailleurs sont plus ou moins exploités. Et une des luttes, c'était la question de la qualification. C'est-à-dire que non seulement c'était la reconnaissance du travail, le contrat de travail, des meilleurs salaires, la sécurité sociale, mais la qualification. Ouaha, je suis que des bras, mais je peux devenir autre chose. Et donc, tu me donnes un travail qui me permet d'apprendre des choses, comme on appelle aujourd'hui la formation professionnelle, la formation continue. Et tout ça, ça s'était pensé à l'époque. Ça n'a pas été pensé pour donc les indigènes qu'on a fait venir, ces Marocains, on les a mis tout de suite en bas. C'est-à-dire que les Français, il y avait des vides parce qu'il y a eu la guerre, il y a eu des morts, etc. Donc il fallait remplacer les hommes. Et puis il fallait aussi construire, donc il fallait encore plus d'hommes que ceux qu'on remplaçait. Mais il y avait des vides parce que les Français commençaient à améliorer leurs conditions sociales et commençaient donc à toucher des meilleurs salaires et avoir des meilleurs postes. Mais il y a toujours besoin de bras pour faire des petits jobs. Et c'est eux qui ont remplacé, c'est eux qui sont venus faire ces jobs qui sont le plus en bas de l'échelle sociale. Dans les usines, dans les mines, mais pas seulement. Le nettoyage, tous les jobs que les Français commencent à abandonner parce que déqualifiés, et déqualifiés professionnellement, ça veut dire déqualifiés socialement, c'est-à-dire en bas de l'échelle sociale. Les Français ont amélioré leurs conditions, on les a remplacés par des Marocains. Il faut rappeler quand même aux gens qu'on parle d'une période où il y avait le plein emploi, une grosse croissance. On est loin de la situation actuelle où le travail est rare. C'est une économie qui explose, donc il y a besoin de monde, quoi. C'est le plein emploi parce que la reconstruction, mais aussi le mode de production, l'automatisme, le type d'économie fait que on a besoin de bras. Ce qui va changer, c'est la question de la qualification, où on a besoin après de gens qualifiés. Or, comme on a fait venir volontairement des gens pas qualifiés et qu'on a tout fait pour les empêcher de se qualifier sur place, on a le problème qu'on a parce que d'un coup, les immigrés sont plus soumis au chômage. Les étrangers en général, dans tous les pays où ils sont en Europe, subissent plus le chômage que les nationaux. D'accord. Il y a une deuxième vague, je pense plutôt du Belge aux Pays-Bas. Moi, je te dis, mon critère, c'est la constitution de l'équipe nationale du Maroc. Je veux dire, excellent critère. On a vu les premiers enfants de cette génération aux Pays-Bas et en Belgique. Ça, c'est plutôt une immigration du nord du Maroc. Oui, alors ce qui va se passer, c'est qu'à l'indépendance, pas tout de suite après l'indépendance, mais on va dire 15, 20 ans, 25 ans après l'indépendance, donc on est dans les années 70-80, le Maroc va commencer à prendre conscience qu'il n'y a pas que la France déjà, comme lien à avoir, etc., et va commencer à prendre conscience que il faut organiser soi-même la migration de ses ressortissants. Et on va commencer à signer, les Marocains, nous allons signer des conventions bilatérales. Jusqu'à aujourd'hui, le Maroc aime beaucoup ce qui est bilatéral, ça sonne bien, bilatéral, on peut maîtriser. Dès que c'est multilatéral, on a peur de se perdre. On a été trahi tellement de fois dans plein de problèmes. Donc on signe avec par exemple, la Belgique, oui. Qu'est-ce que ça dit? C'est une convention qui va prendre en compte toute la migration du départ à l'arrivée et les liens et les responsabilités ou les devoirs des uns et des autres. C'est-à-dire la sélection, par exemple? Alors la sélection est moins forte, on est quand même un peu plus civilisé, on fait un peu plus attention aux droits de l'homme, même si c'est pas terrible encore à cette époque-là. C'est pas comme ce qui s'était passé pendant la colonisation ou au lendemain de la colonisation. Donc c'est pas le même type de sélection, c'est des sélections beaucoup moins, on va dire humiliantes. Et les gens rentrent comme ils ont envie de rentrer, etc. C'est juste qu'il y a des systèmes de quotas et surtout, voilà, c'est tout ce qui va être accompagnement. Donc on va demander au Maroc,
peut-être de participer à accompagner cette migration pour la question du culte, la question de la langue arabe, etc. Donc la question aussi de la sécurité sociale, des droits, tout ça, ça va être pensé. Avant, rien n'était pensé. C'est vous venez, vous travaillez. Comment on explique que cette vague venait beaucoup du nord du Maroc? J'ai l'impression que là, par exemple, aujourd'hui, on le sait, le Rif, des régions que je connais, un peu comme l'oriental, le nord du Maroc, ont été beaucoup dirigés vers le nord de l'Europe. Est-ce que c'était une volonté marocaine ou c'est fort possible que c'est une volonté marocaine, mais il faut bien comprendre qu'à cette époque, il y a de la migration interne en masse, notamment de cette région-là. Notamment du Rif, enfin à Casablanca, vous le savez très bien, le nombre de gens du Rif ou même des Jbela ou de l'Oriental, vraiment les gens du Nord, commencent à arriver en masse à Casablanca, Farbat. C'est lié à un contexte économique difficile sur place ou le GFF, comme on disait, la sécheresse de l'époque, les problèmes, mais c'est simplement la nation marocaine qui s'urbanise et donc les villes attirent. Et il y a des régions de tout le royaume, d'accord. Et il y a des régions qui sont un peu plus touchées que d'autres, où il y a plus de ce qu'on appelait à l'époque, peut-être le terme n'est pas bon, mais pour que les auditeurs comprennent, ce qu'on appelait à l'époque l'exode rural. Donc les gens fuient la campagne, la sécheresse, la misère, les problèmes. Donc l'immigration, c'est une étape de plus en fait dans ce process. Exactement. Et donc dans la même logique, quoi. Voilà, il est possible que les autorités marocaines aient essayé d'orienter les Rifins peut-être, mais ça j'en ai pas connaissance, c'est pas documenté. D'accord. Mais c'est pas un hasard si ceux qui bougeaient beaucoup à l'intérieur du Maroc sont ceux qu'on va retrouver le plus à l'extérieur du Maroc. Alors là, on est toujours dans le mythe du retour. C'est à quel moment on va comprendre qu'une grande partie de ces gens-là ne vont pas revenir. À quel moment ils vont être rejoints par leurs femmes. À quel moment ça va être considéré comme pas une non-lia, comme tu l'as dit, un aller-retour, que chacun prenne son tour de travail, mais vraiment une installation avec toute sa dimension humaine, politique, sociale. À quel moment ça va basculer? Alors jamais. C'est ça qui est terrible. C'est-à-dire que jusqu'à ce jour, que ce soit... On attend qu'ils reviennent. Non, mais que ce soit pour l'État marocain, que ce soit pour les migrants marocains, même leurs enfants, que ce soit pour les États européens qui les accueillent, peut-être le mot accueil, on pourra revenir dessus, c'est dans la tête, c'est toujours l'idée que peut-être ils vont partir. C'est pour ça que la greffe, elle est difficile. C'est pour ça que c'est un combat compliqué qui se mène là-bas pour des gens qui disent maintenant je suis d'ici, je suis un zizicien, etc. Mais voilà, c'est pas toujours quelque chose de facile. Par exemple, beaucoup de combats, ça a été documenté entre la première génération de Marocains et leurs enfants. Donc il y a beaucoup d'enfants qui ont aujourd'hui 40 ans, 45 ans, ils voient leurs parents, ils sont vieux, donc en France on les appelait les chibani, etc. Et ils savent que ce qui se passe, ils sont en train de mourir. Et le débat, moi je l'ai vu plusieurs fois, j'ai enquêté là-dessus. Le débat c'est dans les familles, c'est mais papa, tu vas te faire enterrer où? En français, parce que moi c'est surtout avec la France. Et lui, moi je vais me faire enterrer chez moi, dans mon pays. D'accord. Il fait, mais si tu vas te faire enterrer au Maroc, comment je fais pour venir sur ta tombe, comment je vais faire pour venir me recueillir, etc. Nous on habite là, mes enfants sont là. Comment je vais faire ta petite fille, comment je vais te l'amener tous les jours au Maroc? Je vais pas pouvoir, je vais venir te voir de temps en temps. Et donc, de plus en plus, on se rend compte que les Marocains qui sont partis, qui commencent à mourir, ils commencent à se faire enterrer en France. De plus en plus, on a donc des cimetières musulmans, comme les Français commencent à faire une place compliquée. Au début, c'était 3 tombes, et maintenant, ça prend une proportion. Enfin, en Corse, après la bataille des Goumiers, il y en avait plus que 3. Hein. Ah, c'est sûr, ça c'est sûr. Beaucoup de chansons, mais c'était parce qu'on ne voulait pas rapatrier, on les a enterrés rapidement. Mais cette deuxième et troisième génération a créé une culture. Complètement. C'est-à-dire, on la voit dans le sport, on la voit dans tous les sports. Hein. On la voit dans les sports de combat, on la voit dans les sports d'équipe. Ça a été important pour les pays d'accueil également. Et on le voit même pour les Marocains du Maroc. Ça a créé une musique. Oui. D'Ahmed Harrachi, par exemple, qui a créé Rayah, qui a été repris par Rachid Taha. C'est quelqu'un qui faisait le tour des foyers en France et qui écrivait cette chanson d'exil. La chanson d'exilé, que ce soit du raï récent ou du chabi algérien ou de l'Aïta, etc., est un grand classique. Donc, ça a été un très important pour notre mémoire et notre culture collective. Je pense que les gens qui nous écoutent ont tous une partie de leur famille qui a dû s'expatrier avec
tous les impacts. Et on a l'impression que malgré la masse, malgré le temps, des choses ne se passent pas bien. Alors c'est parce que aussi c'est toujours pareil. Si on montre les trains qui arrivent en retard de la SNCF, qui dis-nous des déraillent, choses positives. Alors, on va pas que non parce que d'abord c'est vrai que il y a des choses qui se passent pas bien. Donc déjà le constat il est juste. Il y a de la violence, il y a de la souffrance, il y a des gens qui perdent la tête parce qu'ils perdent la route. Le nombre de gens qui sont en psy par exemple, il y a une surreprésentation de ces catégories immigrées. Les gens ils deviennent fous, ils sont loin de tout, ils sont en souffrance, ils subissent le racisme quotidien, etc. Il y a des gens qui pètent les plombs, il y a de la violence institutionnelle, il y a tout ça. Mais il y a la violence institutionnelle, des pays d'accueil. Des pays d'accueil, c'est-à-dire que dans tous les pays, moi je connais surtout la France, il n'y a pas un Marocain qui n'a pas connu directement ou indirectement un policier ou un fonctionnaire quelconque qui lui ait dit mais rentre chez toi, qu'est-ce que tu fais là, t'es pas chez toi, rentre chez toi, le melon, le bougnoul, le crouille, la racaille, la caïra, enfin il y a la violence institutionnelle également de notre côté, je pense au droit de vote en particulier. Et du côté marocain, quand les jeunes arrivent, surtout ceux qui ont grandi en Europe, etc., ils pensent que c'est chez eux, ils ont envie que ce soit chez eux. C'est fait au niveau institutionnel, tout a été fait pour que ce soit chez eux, notamment depuis l'accession au 32 Ahmed VI. Beaucoup de choses ont été faites, mais au niveau de la société, c'est pas toujours, on les voit pas toujours de bon œil. Bon, ils sont quand même chez eux, ils viennent, ils passent leurs vacances, ils font leurs affaires, ils font du business. La société marocaine dépend beaucoup aussi de cette migration. Mais il y a quand même une sorte de racisme un petit peu pour les Zmegria, comme on les appelait il y a pas si longtemps. On a bien besoin de leur trabendo, mais ils restent, il faut qu'ils repartent. Mais la vérité, c'est que le Maroc dépend complètement d'eux et notre société, elle a changé parce que on a bougé à l'extérieur. Alors il y a un exemple, je vais le développer un peu rapidement, mais un exemple, par exemple la natalité, le fait que le Maroc la natalité ait chuté. Ça c'est un exemple qui revient souvent parce qu'il a été bien documenté. On a regardé 3 douars, d'où gens n'ont jamais bougé, d'où il y a des gens qui ont migré en interne dans les villes, Casa, Marrakech, etc. Et où les gens sont partis en Europe. Quand on a regardé, on s'est rendu compte que systématiquement la natalité est alignée par rapport à ceux qui n'ont jamais bougé, ils continuent à faire beaucoup d'enfants. Ceux qui ont bougé à l'intérieur, ils font la moyenne nationale, donc ils font plutôt 3 et quelques enfants. Ceux où dans Douar, il y a eu beaucoup de gens qui sont partis à l'international, ils font moins de 2 enfants. Alors on s'est dit c'est le modèle culturel qui a bougé et tout. En fait, on s'est rendu compte que c'est beaucoup plus prosaïque, c'est le produit. La capacité pour les femmes d'avoir accès aux contraceptifs, notamment la pilule. Bien sûr. Parce que le préservatif, elles peuvent pas le mettre elles-mêmes, il faut être 2, donc le mari peut imposer. La pilule peut être une décision quasiment, unilatérale, tu veux dire? Unilatérale. Donc parfois, chaque couple le fait, chaque famille s'arrange, mais ça veut dire que la pilule arrive. Et donc, ils se sont rendus compte, les anthropologues, qu'il y a plein de femmes qui ramènent dans leur valise plein de pilules dans les villages éloignés, là où l'État marocain n'est pas arrivé, il n'a pas encore amené de route, d'électricité, de planning familial. La migration le fait. Alors ça, c'est juste un exemple parce que aujourd'hui, on est maintenant à peine au niveau du seuil de renouvellement des générations au Maroc. Alors beaucoup de gens disent oui, c'est parce que c'est difficile de faire des enfants, ça coûte cher. Eh bien, alors il y a un siècle, ça coûtait pas cher les enfants. On était encore plus pauvres. Donc c'est notre société qui a changé notre mode de vie, c'est-à-dire qu'on n'accepte plus qu'un enfant vive comme on vivait avant. Et donc si notre modèle de société a changé, c'est aussi parce qu'on a été connectés avec des lieux qui nous ont amené des idées, des images, des façons de vivre et des produits. Bien sûr. Des produits et des idées, exactement. À quel moment le visa arrive? Les années 80. Là, les portes de l'Europe se ferment, on est d'accord? Oui, voilà. Je pense qu'un des derniers pays qui a encore ouvert ses portes, c'est l'Italie. Moi, je me rappelle de ma jeunesse, c'était Italie, Espagne, à ce même moment. Voilà, c'était le gros flux officiel, c'était la région de Trolibga, Walzem vers Milan, Turin, etc. Dans ma tête, dans mes souvenirs, ça a été le dernier pont ouvert. Ouais. Pourquoi il est resté ouvert plus tard que les autres, celui-là? Simplement parce que les Italiens avaient besoin de main-d'œuvre peu qualifiée, notamment dans le sud, un peu partout, mais surtout dans le sud de l'Italie pour les fruits et légumes, notamment parce qu'on commençait à développer l'agriculture intensive sous serre, comme les Espagnols. Des fraises, des tomates, tout ça, pour vendre notamment dans le marché européen.
marché qui avant était un peu avec des droits de douane, etc. Là, c'est vraiment clair, c'est l'ouverture économique. Et donc, si un Suédois il veut manger des concombres et des fraises en hiver, eh ben, il faut bien les cultiver quelque part. Donc, on les cultive un peu partout dans le monde, au Maroc notamment, mais beaucoup en Espagne, dans le sud de l'Europe. Et dans le sud de l'Europe, ouais, dans le sud de l'Italie. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces pays qui étaient des pays d'émigration, l'Italie et l'Espagne, donc l'Italie, dont beaucoup de gens sont partis aux États-Unis ou en France, pareil pour l'Espagne, se retrouvent être des pays d'immigration. C'est ce qui nous arrive aujourd'hui d'ailleurs. Exactement. C'est-à-dire, on a envoyé de la main-d'œuvre, maintenant on récupère des gens, et c'est marrant de voir le rapport qu'on a avec l'accueil par rapport à, enfin, que quand on a changé de statut, et les portes se ferment définitivement, et là on arrive à une immigration qui est de plus en plus illégale, ou à la limite du légal, on est d'accord? On est d'accord, mais les portes elles se ferment complètement, mais pas complètement pour les Marocains, parce que justement on a diversifié nos circulations, nos pays de destination. On est la nationalité qui avons le plus une nationalité non européenne qui avons le plus une nationalité d'un pays membre de l'Europe. Donc les Marocains deviennent belges, deviennent français, deviennent espagnols, deviennent italiens devant tout le monde. En moyenne, c'est 80 000 par an. Il y a 80 000 Marocains par an qui obtiennent une deuxième nationalité. Oui, d'un pays de l'Union européenne. D'accord. Et et donc qui dit nationalité dit possibilité de faire venir quelqu'un, mariage, remariage, regroupement familial, etc. Donc on est la nationalité qui obtenant le plus de visas pour l'Europe. D'accord. Nous sommes une nationalité qui envoyons le plus d'étudiants en Europe. Khalas, donc les Chinois parce qu'ils viennent pour des semestres. Voilà, mais en France, par exemple, c'est 38 000 Marocains installés à l'année. On retrouve des Marocains qui étudient en Espagne, partout. Donc, on envoie des étudiants, on envoie regroupement familial, on envoie des travailleurs. Et donc, le fait qu'il y ait beaucoup de Marocains dans beaucoup de pays fait que la migration des Marocains vers ces pays ne s'arrête jamais. Et même le Harig, il faut le comprendre comme ça. Quand on a eu malheureusement le retour de ça dans le nord là cet été, oui, avec Martier, etc., c'est parce que comme ils connaissent tellement l'Espagne, parce qu'il y a tellement de Marocains de Sma, il y a des connexions en fait. Des connexions, il leur dit venez, peut-être maintenant il va y avoir une campagne de régularisation. Il y avait une rumeur qui tournait, comme quoi ils allaient régulariser encore, comme il y a un gouvernement qui a changé. Et donc les gens étaient prêts à passer n'importe comment. Voilà. Mais il y a aussi ceux qui reviennent au Maroc tout en gardant ce bénéfice. Des doubles nationalités, mais aussi la sécurité sociale. Donc aujourd'hui, quand on regarde les Français installés au Maroc, qui ont la nationalité française, il y a une distinction entre les Français marocains et les Français français, ce qui, en principe, devrait pas avoir lieu. Et en vrai, il y a plus de Français marocains que de Français français. Et que tu appelles des Français marocains, c'est des Marocains qui ont une nationalité française qui sont au Maroc. Voilà. Qui au Maroc sont marocains. Au Maroc sont marocains, mais pour la France, ils sont censés être français, mais on fait la distinction pour pas choquer les autorités marocaines. Certains sont devenus marocains, d'autres sont nés en France, d'autres c'est par mariage. Moi, il y a plein sont des enfants de couples mixtes, il y a plein de configurations différentes, mais ce nombre-là, il est plus important que le nombre de Français que le Maroc ne reconnaît pas comme étant autre chose que français. Compris. Quelle est la place du continent américain là-dedans? Est-ce qu'il y a eu des vagues vers les États-Unis, enfin le nord du continent, donc le Canada ou les États-Unis? Comment ça s'est organisé là? C'est de l'individuel, c'est pas complètement l'individuel parce que la première vague, ce sont les Marocains de confession israélite, ce sont les Juifs marocains qui sont partis. En quelle année? Alors ça commence dès la colonisation française, mais ça s'accentue avec la guerre des 6 jours. Voilà 56 et 68. Là, on a vraiment deux vagues importantes de départ. De Juifs marocains. De Juifs marocains, Israël, France ou Europe en général, France particulièrement et Amérique du Nord. Mais il y a eu de plus en plus alors parfois, comme ils étaient tellement liés avec des amis qu'ils ont laissés à Casa ou là de villages d'où ils sont venus, qu'ils ont fait venir aussi des Marocains musulmans, les rejoindre à Boston, à Montréal, etc. Donc d'abord c'était surtout la communauté juive marocaine entre eux, puis ils ont ouvert aussi à d'autres Marocains parce qu'il y a des amitiés, donc il y a eu pas mal qui sont partis comme ça pour travailler dans des restaurants, pour faire des business, etc. Et puis ça s'est accentué vraiment les années 80-90 comme pour l'Europe, mais ça s'est accéléré avec des urbains. Plutôt qui ont fait des études supérieures. Donc on a une autre type de migration. C'est des Marocains qui ont grandi en ville, qui ont fait l'école, qui ont fait les études supérieures, parfois des grands diplômes, et qui vont aux États-Unis. Donc c'est pas des gens qui sont pas parqués, qui sont des gens qui vont un peu mieux réussir qu'en Europe. On a vu surgir il y a des années de la publicité dans les journaux sur des bureaux d'immigration au Canada.
aux États-Unis. Enfin, c'est quelque chose dont je me souviens très bien. Je sais pas si ça existe toujours. Ça a commencé quand? Il y avait également, donc, du côté du Canada, c'était une demande, ou c'était une demande qui venait du Maroc de besoin de sortir du pays pour améliorer son quotidien, son statut, sa situation économique ou sociale, ou comment ça marche? Non, ça vient du Canada et des États-Unis. C'est des pays qui se considèrent toujours comme des pays d'immigration. Alors avec Trump, il faudra regarder maintenant ce qui va se passer. Mais donc ils ont une politique pour toujours ramener des gens chez eux. Et ils ont une politique en fonction des nationalités, oui, des continents. Voilà, c'est des loteries, mais c'est un jeu. Pour le Canada, c'est pareil, sauf qu'il faut rajouter la composante Québec et Canada, c'est-à-dire la composante francophone. Ouais. Et donc il y a une stratégie des Québécois de faire venir des francophones. Et donc ils font venir de tout. Aujourd'hui, un Français veut immigrer au Canada, là, c'est tapis rouge, c'est facile. Un Marocain, c'est plus compliqué. Mais un Marocain qui parle bien français, c'est plus facile qu'un Marocain qui parle pas très bien français, etc. Donc il y a l'idée de faire venir au Canada aussi mais beaucoup de Marocains ont immigré au Canada et ils vivent dans le Canada anglophone, hein, donc ils parlent anglais, etc. Est-ce qu'il y a des choses qu'on a oubliées? Est-ce qu'il y a des destinations un peu bizarres qui ont été l'objet d'immigration marocaine? Je sais pas. Est-ce qu'il y a des Marocains en Australie, en Nouvelle-Zélande, je sais pas, au Pérou? Alors en fait, il y a des Marocains partout, en Chine, je sais partout. pas. Donc une grosse vague, un gros endroit, c'est quand même l'Afrique du Nord. Mm-hmm. On a oublié beaucoup de Marocains en Algérie et en Tunisie. Ceux-là, on les a oubliés. Et le Golfe. Et bien sûr, le Golfe, là, c'est encore plus nombreux. Donc, ça représente pratiquement 15% des Marocains de l'étranger. Ils sont monde arabe, quoi. Afrique du Nord, Moyen-Orient et surtout le pays du Golfe. Mais maintenant, de plus en plus, c'est des destinations comme l'Amérique latine. Le Brésil, ça a commencé à augmenter, etc. C'est assez impressionnant. Et l'Afrique de l'Ouest et peut-être le continent africain en général. Donc il y a des destinations, voilà, par exemple la Côte d'Ivoire et Abidjan. Aujourd'hui, il y a une grosse communauté marocaine et elle est amenée à grossir. C'est des échanges. Bon, Dakar, ça fait un peu plus longtemps. Donc il y a des villes comme ça, et c'est pas un hasard. Nous, c'est le plus grand nombre d'Africains subsahariens qui sont au Maroc, c'est les Sénégalais et les Ivoiriens. Et en échange, c'est là où il y a beaucoup de Marocains aussi, parce que c'est des liens, comme le fait que nous sommes surtout en France, et il y a énormément de Français chez nous. Parce qu'en fait, à partir du moment où on bouge, il y a des familles, on fait des enfants ensemble, on fait des groupes de musique ensemble, on fait des business ensemble, et à la fin, on habite un peu les uns chez les autres. Écoute, merci Mahdi Aliwa. On a parlé beaucoup d'immigration, quelque chose qui est très important dans la constitution de nos sociétés et des sociétés des pays d'accueil. C'était très intéressant. Merci beaucoup pour ces éclaircissements. Ce podcast est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Maroc Télécom, un monde nouveau vous appelle.